Quelques mots sur nos conférencières. On a avec nous Nancy Goberman, qui est professeure retraitée à l'École de travail social de l'UQAM. Bonjour Nancy. Oui. Juste pour dire, là, elle est anciennement chercheuse membre du CREGES, mais elle en était directrice scientifique, puis elle est chercheuse principale à l'origine du projet là, de création des outils qu'on va avoir cet après-midi. Sinon, on a Mathilde Pouliot. Bonjour Mathilde, qui est coordonnatrice de domaine d'expertise proche aidance au CREGES. Elle était à PPR depuis 5 ans. Puis elle a collaboré à différents mandats ministériels en proche aidance, Ah, dont celui qui a permis de produire la version révisée des deux outils. Quel- merci beaucoup, Céline. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Vraiment, ça fait chaud au cœur là, de voir tout cet intérêt-là là, pour nos deux beaux outils qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, comme Céline le disait bien, là, cette présentation-là, c'est une première. On a une deuxième présentation la semaine prochaine aussi, là, qui est plus sous forme d'atelier d'appropriation pour l'outil Être proche. Aujourd'hui, on est plus dans une présentation plus descriptive, disons, là, des deux outils pour apprendre un peu quels sont leurs objectifs et aller un peu plus dans le détail des outils. Donc, avant de commencer puis de céder en fait la parole à Nancy qui va vous présenter finalement là, les outils en eux-mêmes, moi, je vais vous faire une petite mise en contexte finalement là, sur pourquoi est-ce qu'on parle de ces outils-là maintenant, sachant que c'est des outils qui, dans leur première forme originale, là, dataient quand même de 2001. Donc, dans un premier temps, sûrement que plusieurs d'entre vous le savez déjà, là, il y a dans le premier plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, il y avait une mesure, la mesure 35, qui était une mesure transversale, en fait, là, qui visait le développement d'un cadre de référence à l'attention du réseau de la santé et des services sociaux. Ce cadre de référence-là, en fait, voulait accompagner les personnes précédentes dans la trajectoire de soins et de services. Et ce cadre de référence-là a été publié à la fin de 2024. Dans le cadre de référence, ça comprend notamment un cheminement clinique. Le cheminement clinique propose l'utilisation de certains outils à des moments stratégiques de la trajectoire, dont les deux outils là, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Par contre, le ministère a réalisé que l'accès à ces outils-là était plus difficile là, au moment où il voulait en fait que ça soit utilisé, sachant qu'il allait avoir un grand nombre d'intervenants et une fréquence d'utilisation là, qui allait être quand même soutenue à venir avec la publication du cadre de référence. Ça prenait une solution, en fait, là, pour avoir un accès plus universel aux outils. Donc, le ministère a confié au CREGES, donc au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, dont je fais partie, dont Nancy était chercheur membre à l'époque aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations d'ailleurs sur le CREGES, là, on va mettre le lien vers notre site web dans le chat. Le ministère a confié au CREGES un mandat, finalement, qui découlait du mandat de la mesure 35, là, donc du cadre de référence, et qui consistait notamment à la mise à jour du format des outils. Donc, comme je vous ai dit tantôt, là, c'est des outils qui datent de 2001. C'est sûr que le format était pensé plutôt pour un format papier. Il y avait peut-être des choix graphiques aussi qui étaient peut-être un peu différents dans ce temps-là. Donc, on a refait un petit revamping finalement là, du format graphique des outils. Maintenant, ils sont disponibles en PDF interactif, ce qui permet de les remplir en ligne, mais ils peuvent aussi être imprimés là, et utilisés encore en format papier si c'est un format qui vous convient mieux. On a aussi, dans ce mandat-là, eu le mandat de faire une adaptation terminologique des outils. Donc, c'est sûr que dans les 20 dernières années, il y a quand même eu une adaptation de la terminologie qu'on préconise en proche aidance. Hein. Donc, à l'époque, on parlait plus d'aidants naturels ou d'aidants, tout simplement. Maintenant, on parle plus de personnes proches aidantes. Donc, on a fait cette adaptation-là. Et aussi, tout ce qui est considération, par exemple, de genre et tout ça, là, c'était des choses qui ont quand même évolué aussi là, depuis 2001. Donc, on a fait ces adaptations-là qui étaient nécessaires pour avoir une meilleure sensibilité aussi là, à la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu la création de guides d'utilisation qui venaient avec ces outils-là. Donc, ces guides-là sont disponibles au même endroit là, que les outils et permettent de se familiariser avec les outils, puis le contexte de leur création, leur objectif, un peu ce dont on vous parle aujourd'hui finalement. Ça permet aussi là, de vous favoriser en fait l'appropriation finalement de ces outils-là, de vous accompagner dans les premières utilisations là, de l'outil également. Et bien sûr, le mandat consistait surtout à rendre les outils accessibles là, au plus grand nombre. Pour ce faire, on les a déposés sur le site du CREGES dans une page dédiée qu'on va vous mettre dans le chat également et qui est également ici dans notre PowerPoint.
Donc, vous allez pouvoir aller la chercher ici là, au besoin. Donc, je vais céder la parole là, sans plus tarder aussi à Nancy. Simplement vous aviser aussi que cette page-là elle est disponible là, pour les gens dans le réseau, mais aussi à l'extérieur du réseau, là, donc dans le milieu communautaire notamment. Donc, je vais céder la parole à Nancy pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Mathilde. On m'a demandé de faire un petit cours d'histoire ou peut-être pour certaines de préhistoire parce que vous n'étiez peut-être pas nés encore. Le tout a commencé dans les années 90 où moi et les équipes de recherche ont commencé à faire des recherches sur les proches aidants, de se rendre compte de leur situation. Et on donnait beaucoup de conférences à des intervenants et intervenantes sur ce qu'on a appris à partir de ces recherches. Tout le monde était très enthousiasmé après nos conférences, que dit, oh oui, il faut en tenir compte et tout. Mais dans la réalité, rien ne changeait dans les pratiques. Donc, avec d'autres chercheurs, on s'est dit comment on peut outiller des intervenants pour qu'ils puissent vraiment tenir compte de la réalité des proches aidants et pas seulement les personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est là où est venue l'idée de créer des outils d'évaluation des proches qui obligeraient des intervenants donc à parler avec les proches aidants. Donc, ça, c'est un peu la petite histoire. Ça a commencé dans les années 90. Comme Mathilde a dit, on a fait une première version en 2001. On l'a testé, on l'a révisé et on arrive aujourd'hui avec une autre version. Vous pouvez voir dans la photo qui est à droite des piles de papier alignées sur le plancher. Ça, c'est des différentes versions de l'outil. Donc, il y en avait plusieurs, mais on arrive aujourd'hui à une que on va vous présenter. Donc, quand on a commencé à travailler sur les outils, on travaillait d'abord sur la création d'un outil d'évaluation, mais on s'est dit aussi qu'à l'époque, donc on est dans les années 90, souvent quand les proches aidants appelaient au service, aider pour déterminer si oui ou non ils pouvaient avoir accès au service. Les critères étaient tous autour de la personne aidée. Puis on a dit, mais ça se peut qu'il y ait une urgence à cause de la situation de l'aider. Donc, comment outiller les personnes à l'accueil pour prendre connaissance de la situation des proches aidants et de peut-être la possibilité de leur offrir que quelqu'un aille à la maison pour voir la situation, même si la personne aidée n'était pas en situation de besoin. Et c'est là où est devenue l'idée de faire un outil de dépistage de risque de la personne proche aidant, au risque à la détérioration de la situation. Donc, le dépistage, vous êtes familière avec ce type d'outil. C'est 12 questions, c'est multithématique. Donc, c'est pas juste pour le fardeau, c'est pas juste pour la santé mentale. C'est vraiment, on a tenté d'avoir plusieurs thématiques pour voir la situation de la proche aidant de façon une photo très rapide. Donc, on va demander l'impact sur leur santé, on va demander s'ils pensent que ça vaut la peine de continuer. Donc, il y a 12 questions qu'on remplit et on demande à la personne s'ils sont d'accord ou en désaccord. Si en accord, est-ce qu'ils sont plutôt en accord ou totalement en accord? Même chose pour désaccord. Donc, c'est un petit outil assez accessible, assez facile à utiliser et c'est utilisé dans beaucoup d'autres situations qu'à l'accueil des services de domicile qui étaient dans notre tête au départ. C'est utilisé dans les hôpitaux en gériatrie, c'est utilisé dans les groupes communautaires. Donc, c'est un petit outil qui ne fait pas l'évaluation, mais qui souligne qu'il y a une urgence ou pas d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'outil de dépistage. Je ne pense pas que je parlerai plus. Après, si vous avez des questions, je suis toujours prête à revenir pour l'expliquer un peu plus. Donc, on va passer à l'outil principal, l'outil Aide proche. Donc, l'outil Aide proche était vraiment conçu pour évaluer de façon systématique des besoins des personnes proches aidantes. Donc, c'est vraiment, ça porte sur
la réalité des proches aidants, on parle très peu de la personne aidée. C'est comment dirais-je? Ça s'adresse à tous les proches aidants d'un adulte qui a besoin d'aide. Donc, ça peut être en santé mentale, ça peut être en incapacité physique, ça peut être en euh, euh, déficit cognitif, excusez-moi, déficit cognitif. Pour toute situation, c'était fait auprès des proches aidants qui prennent soin d'adultes. Donc, on n'a pas utilisé si c'est un enfant handicapé, par exemple. Il faut qu'il soit tout à fait ajusté pour ça. Et on ne l'a pas testé non plus avec des jeunes proches aidants, donc les mineurs proches aidants, où ça peut être utilisé, mais il faut modifier certains aspects quand vous les présentez. Donc, l'aide proche, il y a 10 thèmes qui font le portrait d'ensemble de la situation de la personne et de leurs besoins. Euh, on le veut, l'outil, comme un stimulus à une conversation. L'idée, c'est vraiment d'engager le proche aidant dans une conversation. Donc, c'est pas, on a notre outil, on pose des questions, on répond. C'est vraiment pas l'idée. L'outil est là pour vous guider dans cette conversation à partir de 10 thèmes et des sous-questions qui sont suggérées, mais vous pouvez l'approprier de votre propre façon. Vous pouvez le reformuler dans vos propres mots parce que c'est pas si important comment la question est formulée. Ce qui est important, c'est qu'on touche au thème pour comprendre la situation des proches aidants. Aussi, on peut, si on veut, le partager directement avec le proche aidant. C'est-à-dire, on peut le donner et dire, on va vous laisser ça. Regardez-là, puis je vais revenir et peut-être il y a des choses que vous aimeriez discuter avec moi. Donc, ça peut être vraiment la direction de la conversation est décidé par le proche aidant ou on peut le partager sur place pour dire, regardez, on vous pose ces questions, comment vous répondriez à ça? Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'intervenant, c'est quelque chose qui peut être partagé avec le proche aidant pour que le proche aidant aussi prenne conscience de leur situation. Et souvent, ça a cet impact. Le proche aidant, quand on leur demande tout ce qu'ils font, tout à coup, je ne me rendais pas compte que je faisais tout ça. Donc, c'est vraiment pour aussi accompagner le proche aidant dans une prise de conscience de leur situation. C'est par la suite, bien sûr, l'intervenant qui va faire une analyse et déterminer, selon l'intervenant, mais avec l'aide de le proche aidant, quels sont les domaines ou les thèmes où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, puis il faut intervenir. Et donc, on demande, est-ce que quand l'intervenant, si vous prenez des notes, que ce soit vraiment la perspective de la personne proche aidant. Dans les notes, il y a une page pour vous, pour vos réflexions et votre analyse professionnelle, si on veut, mais c'est vraiment quelque chose qui doit refléter la personne proche aidante. Donc, je pense que c'est tout que je vais dire comme portrait général de l'aide proche. Quels sont ses objectifs? Si l'autre outil veut vraiment dépister un risque de détérioration ou une situation urgente, ici, c'est de permettre à la personne prochainement de passer en revue sa situation et ses difficultés pour déterminer s'il y a des services, des actions, des interventions qui pourraient les soutenir. Donc, ça vise d'arriver à un plan d'intervention si nécessaire. Ça permet aussi à la personne évaluatrice de saisir bien la situation des proches aidants parce que des fois, on voit un petit peu, on leur jase rapidement, mais on n'a pas vraiment une idée de tout le contexte dans lequel se fait l'aide. Et donc, effectivement, c'est de comprendre les conditions dans lesquelles se fait l'aide et les répercussions que ça a sur la personne proche aidante. Dans les 10 thématiques, on débute avec juste un profil
Donc, pour mieux comprendre la personne. Ça se peut que vous avez déjà toute l'information qui se trouve sur cette page-là. Si c'est le cas, vous n'avez pas à le redemander. Si vous savez un peu qui est la personne aidée, c'est quoi cette situation, s'il reçoit des services, quelle langue est parlée à la maison. En tout cas, c'est ces types de questions. Juste pour contextualiser un petit peu la situation dans laquelle on va commencer à parler. Donc, la deuxième section, c'est une description du travail d'aide. Donc, on dit, on peut expliquer, puis la citation qui est là est dans le guide guide d'utilisation. Et c'est une façon de justifier ou introduire un thème. Et je vais arrêter là, je vais revenir sur quelque chose. On a fait les thèmes dans un ordre qu'on trouvait logique, en partant des choses plus descriptives, peut-être moins émotivement chargées, quoique, pour aller vers les thématiques un peu plus intimes, un peu plus délicates. Donc, nous, on avait notre logique. Ça se peut que le proche aidant ait une autre logique. Ou ça se peut juste en leur demandant qui est la personne aidée et s'ils ont des services. Le proche commence à parler de son problème avec les services ou son problème avec la personne aidée qui refuse les services et tout ça. Ce qui nous ouvre, c'est un autre thème. Et on peut aller directement à ce thème-là. Donc, l'ordre, c'est notre logique, mais la conversation doit être dirigée par la personne proche aidante qui peut, en parlant d'un thème, s'ouvrir sur un autre et il faut comprendre un peu les thématiques pour savoir que oui, on a une section sur ça et on peut les suivre, on peut aller tout de suite. Donc, l'ordre n'est pas statique. L'ordre est présenté, on peut passer de cette façon-là, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment de laisser la place et suivre la personne proche aidant dans leur description de ce qu'elle vit. OK. Mais on va faire, nous, dans l'ordre logique que nous, on avait proposé. Donc, on commence avec la section 2, qui est une description de toutes les tâches. Souvent, quand on parle de tâches, on a tendance à réduire ça à les ADV et les ADQ, les activités de la vie domestique et les activités de la vie quotidienne, sans voir qu'il y a d'autres zones, d'autres choses. Donc, nous, on a, je crois que c'est 4 sous-sections. On a le premier, c'est les soins dits médicaux. Dans les soins dits médicaux, on met tout ce que la personne doit faire, souvent les activités qui ont été transférées par les infirmières, les activités qui ont été transférées par les physios, les ergos, qu'on confie à la personne proche aidante, faire les exercices, donner les médicaments, etc. Donc, on a toutes ces tâches. On peut les poser chacune une à la fois, ou on peut plutôt dire, au niveau de la santé de la personne et les activités médicales et infirmières, qu'est-ce que vous faites? OK? Et là, on laisse la place. Et là, on peut voir s'ils ont tout répondu aux différentes thématiques qu'on a. Ici, il y en a quelques-unes qui n'ont pas été mentionnées, comme par exemple assurer la prise de médicaments. On peut leur poser les questions. Est-ce que vous faites ça? Donc, comme je dis, l'outil est là comme un guide. Ça nous donne les possibilités de voir le portrait, mais on n'est pas obligé de le poser. Je ne sais pas si vous avez devant vous l'outil, mais en soins physiques et infirmiers, on a se nourrir, se vêtir, se laver, soins corporels et hygiène, soins liés à l'incontinence. On n'a pas à faire ça comme ça. On peut leur demander au niveau des soins physiques et infirmiers, qu'est-ce que vous faites? Ou est-ce que vous faites des choses comme nourrir, vêtir ou aider la personne à faire ça? Donc, une fois que vous avez approprié, vous vous êtes approprié des différentes thématiques, vous allez trouver votre façon de poser ces questions ou, comme je dis, on peut donner l'outil directement à la personne aidante, puis on peut regarder ensemble les différentes choses qu'elle doit faire. Donc, il y a la section des soins physiques et infirmiers. On leur demande qu'est-ce qu'ils font. On demande s'ils ont des difficultés.
après? Est-ce que dans tout ça, vous avez des difficultés? Ça peut être des difficultés avec... Oh non, avant ça, on leur demande s'il y a d'autres personnes qui les aident à faire ça. Donc, ça peut être un autre membre de l'entourage, ça peut être les services à domicile. Et si, après ça, on demande les difficultés. Et les difficultés peuvent être avec les services, avec les autres qui nous aident, ou ça peut être à faire les choses qu'on fait. Donc, difficultés dans le sens plus large. Donc, ça, c'est le premier sous-thème, donc, description de travail d'aide. Le deuxième sous-thème, c'est les activités de la vie domestique, donc toutes les choses que vous connaissez probablement, et inclut de s'occuper des aspects financiers et juridiques. Parce qu'on sait que si on a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, si on sait quelqu'un avec des pertes cognitives, on peut être obligé, ou même avec une incapacité physique pour s'occuper des finances, on peut avoir des démêlés avec la justice, on peut avoir, donc on pose la question s'ils font ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui les aident à le faire et quelles sortes de difficultés qu'ils peuvent avoir dans ce domaine des activités de la vie domestique. S'ajoute à ça le soutien et la supervision. Donc, le soutien émotionnel, la supervision de comportements qui peuvent être dérangeants ou mettre la personne à risque. Donc, est-ce qu'ils doivent rester à la maison pour sécuriser la personne qui ne veut pas qu'ils sortent? Est-ce qu'ils doivent modifier les comportements problématiques de la personne qui se déshabille touchant? Est-ce qu'il doit encourager la personne à participer socialement, à sortir de son lit? Est-ce qu'ils doivent rester vigilants la nuit? Donc, ça, c'est des types de soutien qu'on, des fois, on oublie d'en tenir compte. Soutien et supervision. Même chose, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui les aident? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Et finalement, il y a la sous-section de la coordination et médiation. Parce qu'on sait, quand quelqu'un est malade, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de monde qui peuvent être impliqués, et c'est souvent la personne proche aidant qui doit coordonner tous les acteurs. OK, un tel vient à tel jour, telle heure, l'autre vient, oh non, je ne peux pas. Tout ce travail de coordination, mais aussi trouver des ressources. Comment, toute la recherche qu'on fait, toutes les démarches qu'on doit faire pour trouver les bonnes ressources, les mobiliser, les maintenir, OK, pour qu'on ne perde pas d'heures, qu'on ne perde pas des choses. Assurer le transport pour aller vers les différentes ressources. Intervenir pour médier entre les personnes aidées et d'autres personnes. Par exemple, surtout avec les problèmes de santé mentale et les pertes cognitives, il peut y avoir nécessité de parler aux voisins, de parler à la propriétaire de notre fils qui a une chambre insalubre. Donc, toute la médiation avec les autres pour la personne aidée ou défendre leurs droits, lutter pour que leurs droits soient respectés. Donc, ça, c'est toute une autre zone de tâches que la personne proche aidant peut assumer et on leur pose les questions pour savoir qu'est-ce qui est assumé, s'ils ont de l'aide pour le faire et est-ce qu'ils trouvent des difficultés. Après ça, on peut leur demander, il y a des questions, comme je dis, ils ne sont pas obligatoires, c'est à vous à décider s'ils sont pertinents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on fait dont moi, je n'ai pas tenu compte? Hein? J'ai fait tout ça, mais peut-être vous faites d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et on leur demande qui dans leur famille a le mot final sur les décisions. Pourquoi? Parce que pour avoir de l'aide, si c'est l'aider qui a le mot final sur les décisions, peut-être il refuse l'aide. Et donc, la personne proche aidant est dans une situation difficile à cause de ça. Mais on leur demande si ça leur pose problème, parce que peut-être non, ça leur pose problème. Après ça, on veut un peu contextualiser ce qu'on a entendu. Et donc, on pose la question pour des raisons qui les ont amenés à être les personnes proches aidants.
je sais qu'en général, comment se fait que vous êtes le professeur? Ben, c'est normal, je suis sa femme, c'est normal, je suis sa fille, je suis son parent. Euh, mais des fois, c'est plus rare, mais ça donne l'opportunité. On a des réponses comme j'avais pas de choix ou on m'a désigné dans ma famille. Et donc, ça commence à ouvrir la porte à une autre dynamique que juste la normalité. Et donc, on a mis la question pour cette raison, parce que ça peut relever des enjeux importants sur lesquels on va vouloir revenir. Et après ça, il y a des questions portant sur le soutien qu'elle reçoit ou qu'elle aimerait recevoir. C'est tôt dans l'évaluation pour que beaucoup de proches aidants vont parler d'elles-mêmes et leurs besoins, mais on commence à ouvrir la porte à l'acceptation de soutien dans la démarche qu'elles font. Euh, donc ça fait la section 2. Vous mettez toutes vos questions sur papier ou dans le chat et on reviendrait aux besoins. OK. La section 3, c'est une petite section sur les rapports avec les professionnels. Là, j'ai parlé de difficultés, mais c'est avec les personnes qui viennent à domicile, avec les personnes qui aident dans les tâches. Là, c'est plus avec euh, les professionnels en dehors de la maison et notamment les médecins. Et donc, la question, c'est est-ce que ils aimeraient être plus impliqués dans les décisions concernant les personnes aidées? Parce que des fois, elles sont complètement exclues de certaines. Ça peut être quelqu'un qui prend soin d'une personne qui a des pertes cognitives, qui a un diagnostic d'Alzheimer, mais qui se présente bien. Et là, le médecin peut dire, ben, je vais parler d'abord avec votre mère, puis il dit que la personne prochaine rester dans la salle d'attente. Est-ce que le personne aidée va tout dire? Donc, est-ce qu'on aimerait être impliqué un peu plus dans les décisions en santé mentale? Ça se pose beaucoup. Est-ce qu'ils reçoivent assez d'informations par rapport à la situation? On demande au PPA de prendre soin de quelqu'un à domicile, d'être la personne la plus présente, mais des fois, on ne partage même pas le diagnostic avec elle. Et donc, est-ce qu'elle pense qu'elle reçoit suffisamment d'informations? Et si les questions de langue, de culture ou de valeur causent des problèmes dans leur lien avec les professionnels. Donc, c'est juste pour savoir, parce que des fois, à partir de ce que les personnes vont nous dire, il y a des tout petites interventions qu'on peut faire qui peuvent avoir beaucoup d'impact et ça ne prend pas énormément d'énergie de notre part. Donc, on a mis cette section. La section 4 est aussi une petite section sur l'habitation et transport qui n'est pas beaucoup signalée comme une zone problématique, mais quand c'est problématique, ça peut être très problématique. Par exemple, si on a un éloignement géographique et c'est très difficile, on doit se déplacer pour organiser l'aide, etc. Ou au contraire, des fois, donc, si on habite ensemble, les problèmes d'intimacy peut être un problème. Le fait qu'on vit, ma mère est à côté, notre vie sexuelle, c'est fini parce qu'elle elle est là. Donc, c'est juste de savoir est-ce qu'il y a des problèmes dans cette zone euh, sur lesquels peut-être on peut intervenir, peut-être pas, mais au moins on comprend un peu qu'est-ce qu'il vit la personne aidante. Donc, comme je dis, c'est pas beaucoup signalé, mais des fois, ça peut être très important. OK, section 5, conciliation. Non, ici, on veut savoir, est-ce que la personne proche aidant assume d'autres responsabilités? Comment elle arrive à concilier si elle a ses responsabilités? Et qu'est-ce qu'elle a abandonné à cause de l'incapacité de concilier? Et quel impact ça a ou pas sur sa vie? Donc, on va leur demander s'ils ont des enfants à charge ou d'autres personnes à charge.
Est-ce qu'ils ont d'autres types d'engagements? Ça peut être un emploi, ça peut être bénévolat, ça peut être peu importe, quelles sont leurs autres responsabilités ou les engagements, comment ils arrivent à concilier tout ça, et comme je dis, s'ils ont abandonné, puis à quel prix. Parce que des fois, ça peut être positif. Ah, j'ai lâché mon emploi, ça m'a donné le temps d'être avec ma mère, on se reconnecte, on a de l'intimité qu'on n'a jamais eue, donc ça peut être très positif d'avoir quitté son emploi, comme ça peut être pas très positif. Sur l'emploi, effectivement, on a mis une section à part, une question spécifique sur comment la prise en charge, l'aide peut affecter leur emploi et s'ils ont des préoccupations par rapport à leur emploi. Euh, mais je veux dire, dans une version antérieure, on avait une section beaucoup plus longue sur l'emploi et les intervenants et intervenantes nous ont dit que comme c'est difficile de voir comment ils pourraient intervenir sur les problèmes au travail, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir tant d'informations, mais quand même de comprendre s'il y avait une possibilité, peur de perte d'emploi, puis les impacts que ça peut avoir, euh, et comment s'il s'il doit changer leur situation d'emploi, comment ils pensent que ça va leur affecter et affecter leur situation financière. Donc, c'est peut-être pas une zone où peut faire beaucoup d'interventions, mais on peut donner du soutien, on peut les aider à essayer de comprendre et voir clair par rapport à leur situation en emploi. Bon. Donc, la section 5. Là, on commence à aller dans les choses qui pourraient être plus délicates, comme la question des finances. D'abord, c'est clair que nous ne demandons pas du tout des chiffres, hein. On ne veut pas savoir combien ils gagnent, rien de ça. C'est pas important pour comprendre qu'ils autres peuvent vivre un impact de l'aide. L'aide peut avoir un impact sur les situations financières, peu importe. Nous, on pense que c'est des personnes ils ont l'air très aisées et tout ça, mais les autres, ils considèrent que c'est un impact négatif. C'est plus ça qu'on veut comprendre que c'est quoi leur situation. C'est clair de parler d'argent et peut être délicat. Il faut aussi comprendre que les, les personnes, en tout cas, notre conception de cette guide, de cet outil, c'est que les personnes proches aidantes peuvent refuser de répondre à des questions. C'est l'outil, c'est comprendre leur situation et ce qui est difficile. Si elle ne veut pas parler de ça, c'est tout à fait correct. On peut leur laisser les questions pour qu'ils voient un peu c'est quoi, mais ça, c'est leur droit. Mais c'est sûr aussi qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes proches aidants où les impacts financiers sont très, très graves. Le coût des médicaments, le coût de faire des adaptations de la maison, les coûts de personnel privé. En tout cas, il peut y avoir énormément de coûts et que les proches aidants s'appauvrissent. Pas toutes, mais certaines s'appauvrissent. Donc, on veut comprendre un petit peu cette situation. Mais pour saisir la dynamique de finances dans la famille, il faut comprendre qui a, qui a le revenu, qui contrôle l'argent. Et donc, on a une petite question sur est-ce que le revenu est considéré comme un revenu familial? Donc, tout le monde a accès, c'est un revenu partagé, on met de l'argent ensemble. Ou nous, puis les personnes aidées, on a des revenus séparés, ou seule la personne aidée a un revenu, ou seule la personne aidant a un revenu. Ça va colorer un peu l'impact et comment les personnes vivent cette situation. Donc, on essaie juste de comprendre le revenu qui dépense, qui doit dépenser, qui contrôle un peu l'argent. Et on leur demande, une fois qu'ils ont répondu à ça, est-ce que ça leur cause des problèmes? Que ce soit ça. Que ce soit que la personne
aidée qui a l'argent, par exemple, qui dépense, et que la personne aidée a très peu d'argent. Donc, c'est des personnes aidées qui décident sur quoi ça peut être, qui décident sur quoi on va dépenser de l'argent, et ça peut avoir un impact important sur la personne proche aidante. Après ça, on leur demande, donc, ça c'est comprendre, est-ce qu'il y a des impacts? Euh, Est-ce qu'il y a des dépenses liées à l'aide qui les amènent dans une situation difficile? Ça peut être un menu spécial, médication, peu importe. Est-ce qu'ils ont des difficultés à cause du coût des choses liées à l'aide? Donc, des dépenses liées à l'aide. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'achètent pas à cause de la situation financière? Tu sais, moi, dans les recherches que j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les personnes proches aidantes, et des fois, ils vont dire, les médicaments, on leur donne une fois par jour plutôt que deux parce qu'on ne peut pas se payer assez. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui peut être dangereuse à cause de cette situation financière? On leur demande. Et finalement, on leur demande s'ils connaissent les programmes fiscaux des gouvernements. Est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir accès peut-être à de l'argent à travers la fiscalité? C'est sûr que si on pose la question, est-ce que vous connaissez des programmes? Il faut bien que nous, on soit capable de répondre. S'ils disent non, ben, il faut que nous, on dise, ah, ben, je vais vous expliquer, ou une autre fois, on va revenir, parce que là, on est en évaluation, on va revenir, je vais vous donner une documentation sur ces programmes et je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir des allocations ou des déductions pour la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ça boucle un peu la situation financière. Qui gère l'argent? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des coûts qui posent des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'achète plus à cause des choses liées au traitement qu'on n'achète plus ou on n'a pas acheté à cause de la situation et les programmes gouvernementaux? Ça, c'est la section 6, juste pour savoir s'il y a de quoi sur lequel on peut intervenir ou s'il y a des risques liés à ça. Section 7, c'est maintenant les impacts de l'aide sur la santé de la personne proche aidante. Parce qu'on sait que pour beaucoup de personnes proches aidantes, ça peut avoir des impacts parce qu'ils se négligent, parce qu'ils ne vont pas à des rendez-vous, parce qu'ils ils font plus l'exercice, ils mangent mal à cause de la situation comme proche aidant. Et donc, on veut comprendre effectivement en quoi la situation d'aide a des impacts ou pas sur leur santé. Donc, première question, c'est souffrez-vous de problèmes de santé physique ou mentale? Parce que beaucoup d'études ont démontré que les personnes connaissent bien leur situation et l'autodiagnostic est souvent très juste. Après ça, on leur demande leur appréciation. Est-ce que votre santé physique est excellente, bonne, passable, mauvaise? Si elle est passable ou mauvaise, c'est bon de comprendre un peu mieux comment ça vous affecte, ok, que vous avez cette santé. Même chose au niveau de ce qu'on appelle de santé émotionnelle ou morale, c'est votre morale. En tout cas, vous utilisez les mots que vous voulez parce que c'est fort, santé mentale a des connotations négatives, mais santé émotionnelle, même chose, comment vous auto-évaluez et comment ça vous affecte le fait que votre santé n'est pas si bon que ça. Mais pour aller un peu plus dans les détails, on pose des questions sur depuis que vous êtes personne proche aidant, ou si c'est quelqu'un qui est personne proche aidante depuis 15, 20, 30 ans, on dit depuis les quelques dernières années que vous êtes dans la proche aidance, est-ce que vous voyez des changements négatifs concernant, et là on liste un certain nombre d'éléments liés à la santé physique? L'alimentation, les maux de tête, les maux de dos, la prise de médicaments, la consommation de cigarettes ou d'alcool, le gain ou perte de poids. En tout cas, est-ce qu'ils voient qu'il y a un impact depuis qu'ils sont proches aidants ou depuis les dernières années sur leur santé physique? On pose une question semblable sur leur santé émotionnelle pour demander s'ils ont ressenti de l'ennui, la nervosité,
le sentiment que la situation leur dépasse, sentiment de peine, de deuil, de dépression. Donc, ils peuvent dire que oui, tout ça. Et entre les deux, on pose une question très importante sur est-ce que votre vie sexuelle ou intime a changé en quelque manière que ce soit à cause de le fait d'être dans la prochaine danse. Beaucoup d'intervenants et intervenantes nous disent qu'ils sont un peu gênés à poser une question sur la vie sexuelle ou intime, mais il faut donner la chance à la personne d'en parler parce que c'est une partie importante de la vie. Et pourquoi on ne comprendrait pas qu'il y a des choses qui ont changé et comment on les a faites. Et si la personne ne veut pas en parler, puis j'ai déjà eu, par exemple, un homme qui prend soin de sa femme qui avait diagnostic d'Alzheimer, qui a dit, ah, ça c'est fini. Et ça voulait dire, on n'en parle pas. Parfait. J'ai donné l'opportunité pour qu'ils puissent m'en parler, mais si on ferme la porte, c'est leur outil, c'est leur conversation. Ils peuvent bien sûr fermer cette porte. Pour revenir sur le santé émotionnel, donc on leur demande s'ils ressentent depuis un bout de temps beaucoup de différents sentiments. Et s'ils en nomment beaucoup, on peut leur demander lesquels sont reliés spécifiquement à votre rôle et lesquels vous préoccupent le plus. Parce que des fois, on peut cocher beaucoup. Et on leur demande aussi, après qu'ils ont dit, oui, je suis un peu déprimé, oui, des fois je suis fâché, agressive, est-ce que vous avez des stratégies pour gérer ces émotions? Parce que ça se peut que malgré qu'on vit des choses très difficiles, on trouve les moyens pour s'en sortir toute seule. Et donc, il n'y aura pas nécessairement, c'est pas nécessairement une zone où il y a une difficulté importante sur laquelle les intervenants ont droit intervenir parce que les personnes semblent dire oui, oui, mais quand je deviens agressive, je sais que c'est le temps de prendre marche, puis ça me calme, puis je reviens, puis tout est correct. Non, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui est de leur point de vue un problème. Ça se peut que vous, en tant qu'intervenant dans tout le processus, vous notez des difficultés que la personne précédente ne veut pas aborder tout de suite, mais que vous dites, ah, il y a quelque chose qui est là, et comme intervenant, peut-être dans l'intervention qui suivra, vous allez poser certaines questions pour revenir sur des thématiques que la personne précédente ne veut pas ou semble ne pas adresser, même si vous pensez que ce problème est important. Donc, vous avez votre jugement professionnel, mais ici, on veut vraiment que les précédents identifient leurs difficultés, lesquelles elles sont prêtes à discuter avec vous. OK. Donc, on fait finance, on fait santé. Là, on va aller dans les rapports que les personnes ont et comment ces rapports, notamment avec la personne aidée et la famille ou l'entourage plus général, comment ces rapports, ces relations sont affectés par l'aide. Depuis que je donne l'aide, est-ce que ça a changé mes rapports avec la personne aidée? Est-ce qu'il y a des points de tension autour de l'aide qui arrivent et comment ça vous affecte? OK? C'est parce que c'est toujours, oui, il y a des tensions, mais c'est pas un problème. On a toujours une tension et la personne va réutiliser. Donc, c'est important de tenir compte de leur perception. Vous pouvez savoir à partir des témoignages, je ne me souviens pas comment ils s'appellent maintenant, mais les personnes qui vont faire l'aide à domicile, le soutien à domicile, qui a des problèmes dans la dynamique. Peut-être vous avez d'autres informations et peut-être vous reviendrez parce qu'à ce moment, la personne précédente n'est pas prête à en parler. OK? Il faut que vous développez quand même une certaine rapport avant qu'elle puisse vous faire confiance tout de suite. Ça se peut.
après ça, on nomme un certain nombre de comportements ou de difficultés qui peuvent être difficiles. Donc, de vivre avec les personnes, par exemple, on sait que les personnes avec des pertes cognitives peuvent répéter les mêmes choses, les mêmes questions 15 fois. Peut essayer de faire de l'errance ou des fuites, peut laisser les rondes allumées. Donc, est-ce qu'il y a ces comportements? Mais aussi, est-ce qu'il y a une agressivité de la part de la personne aidée? Est-ce que donc, on essaie de dépister de violence envers la personne proche aidant? OK, pas la maltraitance de la personne aidée, mais vice-versa. On sait, par exemple, dans certains cas, avec des pertes cognitives, il peut y avoir des tentatives d'agression sexuelle. Donc, c'est d'essayer de nommer ces comportements, savoir s'ils existent, comment ça affecte la personne et est-ce qu'elle a besoin pour aider avec ces comportements dérangeants, que ce soit juste se poser des questions 15 000 fois ou que ce soit vraiment une agression physique, une agression verbale de la part de la personne aidée. Euh, donc, comment elle vit ça? On pose un peu, pas tout à fait les mêmes, mais des questions sur l'entourage. Est-ce que les relations ont changé depuis qu'on a commencé à être proche aidant ou depuis que c'est plus intensif? Et comment ça nous affecte, si ça a changé? Ça peut être j'ai plus de temps. Ou mes amis sont tannés, je suis comme un disque qui tourne, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Je suis toujours dans les affaires avec ma mère. Donc, il ne m'appelle plus. Donc, comment les relations ont changé, ou mes frères et mes sœurs, ils pensent qu'ils peuvent me dire tout, comment faire, mais ils ne sont pas là. Donc, peu importe comment les relations peut-être ont changé. Puis ça peut être aussi avec un conjointe à cause de la prise en charge d'un parent, par exemple. Et comment ça les affecte d'avoir ces changements. Euh, et donc, ça permet de voir aussi un peu la situation sociale de la personne et comment la prise en charge peut avoir un impact sur ses rapports. Bon, là, on vient de faire des choses qui peuvent être, selon les situations, assez lourdes, hein. On a parlé des problèmes financiers, des problèmes de santé, santé émotionnelle, des problèmes dans les rapports avec les personnes. Et là, on est un peu comme down, un peu down. Et donc, on voulait remonter. On voulait, tu sais, on a passé, on a fait ça. On voulait aider les personnes proches aidantes à remonter un tout petit peu. On dit, bon, on va leur rappeler un peu pourquoi elles font ça, quels sont leurs motifs, qu'est-ce qu'elle apporte à la chose, pour leur rappeler qu'il y a des raisons, il y a un positif dans tout ça, pour certaines, pas pour tout le monde, pour certaines. Et donc, on leur demande s'ils se sentent appréciés pour leur travail. Et si oui, l'appréciation vient de qui? Peut-être c'est la personne aidée, peut-être c'est l'entourage, peut-être c'est le personnel des services à domicile. Peu importe, est-ce qu'elle se sent que quelqu'un apprécie et elle remarque tout ce qu'elle fait, cette personne. Donc, ça leur rappelle que oui, le monde apprécie ce qu'elles font. On leur demande qu'est-ce qui est le plus valorisant pour vous dans l'aide que vous apportez. Et là, ils vont dire, OK, qu'est-ce qui va, pourquoi? Ben, ça me rapprochait de personnes aidées ou j'ai appris que j'ai des forces que je ne savais pas, je ne me reconnaissais pas dans mes capacités. Donc, qu'est-ce qui est apprécié et quelles sont leurs qualités et forces personnelles qui leur permettent de bien assumer l'aide? Et des fois, on dit, quelles sont vos qualités? Les gens, si la personne n'est pas capable de répondre, on espère que vous allez être capable de dire, ben, écoutez, depuis quand je suis ici, je remarque comment vous me parlez de combien vous êtes bien organisé ou combien vous êtes patiente, ou en tout cas, qu'on leur rappelle quelles ont les qualités qu'elle apporte à l'aide. Donc, ça, c'est la thématique 9, c'est quelque chose qui est assez original et ne se voit
très peu dans les outils d'évaluation que je connais. Et ça, c'est se préparer face aux urgences, face aux crises, face à l'avenir. Et donc, on veut savoir dans cette section, est-ce que la personne, elle a pensé qu'est-ce qu'elle ferait dans une situation de crise? Donc, on le pose la question, comment vous gérez une situation de crise? Crise étant quelque chose qui est assez soudain, imprévu. OK? Si elle n'arrive pas ou c'est pas clair, on met quand même une question où on donne des exemples. Par exemple, une dégradation soudaine de la situation euh, de la personne aidée ou une augmentation soudaine des besoins. OK? Tout à coup, la personne qui était, qui faisait ses propres pas, qui s'habillait, maintenant est alitée, ne peut rien faire. Est-ce que vous avez pensé comment vous allez vous organiser? Vous-même, si subitement vous avez un problème, vous cassez une jambe, et vous faites, OK? Donc, qu'est-ce que vous faites? Si c'est une situation de perte cognitive, on peut lui demander si la personne fait des fuites. Est-ce que vous avez en place un plan ou des moyens pour éviter ça? Un tentative de suicide de la personne aidée en santé mentale, mais pas seulement en santé mentale. Ou en cas d'évacuation, hein, si le feu prend dans la maison, souvent on a des petits collants qu'on met. Il y a des animaux dans la maison, mais on ne dit pas, il y a une personnalité dans la maison. Comment vous allez sortir la personne en cas de feu? Est-ce que vous avez un plan en place? Et sinon, mais on sait qu'on a un terrain d'intervention, ou si le plan est inefficace, oh, je vais appeler mon fils. Ouais, mais son fils est à 40 minutes de chez elle, c'est pas très réaliste comme plan d'urgence. Donc, ça vous donne de matière sur laquelle vous pouvez revenir dans les interventions pour l'accompagner dans qu'est-ce qui pourrait être un vrai plan en termes de crise. On leur demande aussi, est-ce qu'ils ont en place tous les moyens, tous les papiers juridiques, les mandats d'inaptitude, de tutelle, les procurations, des testaments, toutes ces choses-là, que si on n'a pas, cause énormément de problèmes dans ces situations. Et donc, est-ce que tout est en place ou c'est quelque chose sur lequel on peut revenir? Et on leur demande aussi par rapport à l'avenir. Là, c'est les crises, mais à plus long terme, comment ils voient l'avenir? Est-ce qu'ils pensent que les choses vont rester stables et vont continuer? On sait que c'est très rare dans beaucoup de cas où les choses restent stables. Souvent, dans beaucoup de situations, il y a une détérioration. Donc, quel est leur plan pour l'avenir? Et est-ce qu'ils ont des préoccupations pour l'avenir? Qu'est-ce que... OK. Donc, ça fait presque toute cette section, mais depuis le début, j'ai dit, on veut introduire la notion que les personnes proches aidantes peuvent accepter le soutien sans qu'elles soient des mauvaises personnes, sans qu'elles soient des personnes ingrates. Parce que souvent, c'est ça qu'ils disent. Oh, je suis trop égocentrique, c'est moi qui devais faire ça, peu importe. Donc, on fait un petit résumé. Donc, je veux dire, en pensant à tout ce que vous avez dit jusque date, que votre santé est en train de détériorer et que de faire des déplacements de votre mairie vont avoir des impacts sur cette santé, en pensant au fait que il va falloir que vous quittez le choral de l'Église parce que le président, en pensant à tout ce que vous avez dit, donc on fait un résumé un peu de leurs difficultés. Et considérant l'avenir, OK, où que les choses peuvent détériorer, pensez-vous avoir l'énergie et la force mentale nécessaires pour continuer à vous occuper de cette personne? Donc, c'est comme, est-ce que, tu sais, avec tout ce que je vous dis, est-ce que, je dirais 95% vont dire oui, peut-être plus, vont dire oui, 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 je veux continuer. Et là, on va dire, qu'est-ce que ça prend pour que vous puissiez continuer? Parce que continuer comme ça sans plus de support est peut-être pas réaliste. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin euh, pour continuer à soutenir? Ça peut être même, j'ai besoin de me former sur certaines, ci puis ça.
Euh, si quelques pourcents qui vont dire non, là, effectivement, je ne me vois pas continuer comme ça. Je suis au bout. Il va falloir que ça change. Là, on va leur dire, ben, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Aimeriez avoir plus de services ou avoir des services que vous n'avez pas? Impliquer plus les membres de la famille, considérer l'hébergement, euh, ou réduire, juste réduire significativement mon apport. On leur donne ces possibilités de savoir comment elles vont changer la situation. Et là, on va leur dire, il y a toutes sortes de soutiens, il y a toutes sortes de services qui existent, qui ne sont pas tous juste des services formels à domicile. Et on a fait une liste semi-exhaustive de tout ce qui pourrait aider jusqu'à inclure services de transport, des services juridiques, aide pour l'entretien général, des conseils sur les milieux d'hébergement, en tout cas, en plus des services. Est-ce que ces choses-là pourraient aider? Donc, c'est une liste de 9.7 de toutes sortes de possibilités. Et elle peut dire oui, ça pourrait être aidant, ou oh, je ne savais pas que ça existait, oui. Ça se peut que pas tout ce qu'on a mis dans la liste existe dans votre secteur, dans votre région, mais c'est bon quand même de les nommer parce que si plusieurs personnes commencent à nommer quelque chose, il y a peut-être indice qu'il faut mettre sur pied, qu'il faut mettre sur pied cette ressource. S'il nomme beaucoup, beaucoup, ah oui, 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 je veux tout ça, on peut lui dire quelles sont les 2 ou 3 choses les plus aidantes pour vous. Et après, on lui pose la question, quel service vous permettrait un peu de temps pour vous? Donc, qu'on ne revient pas la personne aidée qui a besoin de plus de soutien, mais vous, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous donner un peu plus de temps? Et après ça, on a une question que vous allez trouver un peu bizarre, le 9.2. Le 9.2, ça leur demande s'ils aimeraient s'impliquer, soit dans des recherches, soit sur les conseils d'usagers des services. Et vous dire, ah, les proches aidants, ils n'ont pas de temps, pourquoi vous posez ces questions-là? On l'a laissé parce que dans les recherches qu'on a fait où on a passé l'outil à des proches aidants, beaucoup de monde ont répondu oui à certaines de ces possibilités. On a dit, bon, ben, si on veut savoir s'ils veulent être partie prenante d'un groupe d'usagers qui parlent de la situation des proches aidants. Donc, on l'a laissé. Et la dernière question qu'on leur pose, question formelle, c'est est-ce que c'est la première fois que vous avez l'occasion de parler de votre situation? Dans tous les cas, dans toutes les recherches qu'on a faites, dans toutes les fois qu'on a passé ça, au-delà de 60%, on dit que oui, c'était la première fois. Donc, c'est toujours bon de savoir comment ils sont isolés, comment ils n'osent pas partager toute leur réalité avec leur entourage pour diverses raisons. Donc, c'est bon savoir que vous êtes la première personne qui a eu accès vraiment à toute leur situation. On a une section 10 qui est autres renseignements. Donc, le laisser de place. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas discuté avec vous que vous aimeriez discuter? Donc, c'est libre, vos valeurs culturelles, n'importe quoi que vous voulez dire. Et la section 11, qui est une page pour vous, de personnes évaluatrices, à noter toutes vos idées, vos commentaires, vos analyses de la situation des personnes. Donc, ça, c'est l'outil d'évaluation. Comme j'ai dit, ça devrait être un guide. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit le passer comme tel, un thème après l'autre, chaque question et tout ça. Et plus qu'on l'utilise, plus qu'on l'approprie, plus on est libre avec ça. C'est sûr que la première fois, on est un peu collé sur le guide. Mais plus qu'on utilise, même les personnes qui travaillaient à l'époque au centre de soutien de nos proches aidants, ici aussi le CIR René Cassin, il l'amenait même plus dans les entrevues tellement qu'il le possédait. La dernière page, qui n'est pas une section d'évaluation,
c'est le résumé. La page résumé qui permet à l'intervenant ou avec la personne proche aidante, selon la situation, de faire un résumé de tous les domaines qu'on vient de voir et d'indiquer s'il y a difficulté avec les degrés. La difficulté peut être faible, moyen, élevé. Donc, on indique tout ça et ça nous amène à dire quelles sont les zones de difficulté principales sur lesquelles on veut revenir et quelles sont les façons qu'on pourrait revenir. Donc, c'est presque comme un début de plan d'intervention. Mais la page résumée, on va le voir la semaine prochaine où on va travailler comment le remplir. La page